Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors Maya, vous faites bien sûr partie de la section Viso à vivre des jeunes femmes militantes et aujourd'hui donc nous allons parler avec vous féminisme en marge de la journée de la 25e journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Oui, Lise, on se souvient l'année dernière que le cortège Nous Vivrons, dont je faisais partie, a été mis à l'écart de la manifestation du 25 novembre 2023 pour raison de sécurité. Depuis, les manifestations féministes en France restent hostiles au cortège juif. Les associations françaises et internationales ont été très circonspectes sur le sujet des viols de guerre du 7 octobre en Israël. Usage du conditionnel et mise en perspective, bien loin du credo féministe « Je te crois », quand les violences contre les femmes dans d'autres conflits sont dénoncées sans ambiguïté. Un traitement différencié donc, et même si aujourd'hui certaines associations évoquent timidement le sujet, comme la Fondation des femmes, la dénonciation n'est pas encore franche et massive. Alors les juives ont-elles leur place dans les milieux féministes ? Peut-on prendre part à la lutte globale pour les droits des femmes en tant que juives ? Doit-on, au contraire, se résoudre à un militantisme féministe communautaire ? Et qu'est-ce que ce renoncement dit de l'intégration des juifs de France et de la santé des mouvements féministes ? Pour en discuter, nous recevons Diane Richard, qui est militante féministe et ancienne membre de la coordination nationale du collectif Nous Toutes. Bonjour Diane. Bonjour. Bonjour Diane. Alors Diane, tout d'abord, racontez-nous comment tout a débuté, pourquoi vous avez rejoint Nous Toutes. Alors, Nous Toutes, donc pour un petit peu de contexte, c'est un collectif féministe qui a été fondé en 2018, donc juste après le mouvement MeToo, dans l'objectif justement de donner de l'écho à ce mouvement MeToo en France, à lui donner une résonance. Et donc, c'est un collectif qui a été fondé pour lutter contre les violences faites aux femmes, les violences sexistes et sexuelles, et a organisé tous les 25 novembre, juste avant le 25 novembre tous les ans, une manifestation dans le but de dire voilà, stop aux violences faites aux femmes. Moi, j'ai rejoint ce collectif parce que je me suis toujours sentie féministe et que j'avais envie de donner un aspect un peu plus concret à cet engagement. Donc, j'ai rejoint à l'été 2021. Et assez rapidement, j'ai rejoint la coordination nationale, qui est donc le petit groupe de personnes qui s'occupent de gérer, de coordonner Nous Toutes au niveau national, les réseaux sociaux. On donnait des formations aussi sur la question des violences, de mener des enquêtes, des actions, et puis d'organiser la manifestation tous les ans. Donc vous êtes restée combien de temps en fait à Nous Toutes ? Je suis restée 2 ans à la coordination et ensuite un petit peu plus longtemps, donc 2 ans et demi en tout à peu près. Alors, racontez-nous un peu ce qui s'est passé le 25 novembre 2023, votre constat sur la direction prise par les mouvements féministes et ce qui a suivi. Donc le 25 novembre, c'est à peu près 1 mois et demi après le 7 octobre. Oui, tout à fait. Je précise que donc moi, je ne suis pas juive. Je ne me suis jamais énormément intéressée à la question de l'antisémitisme, oui. Tout ça. Dans le féminisme, on parlait beaucoup d'antiracisme et beaucoup d'efforts pour faire des liens avec les mouvements antiracistes. Mais c'était pas forcément des collectifs qui luttaient contre l'antisémitisme. Et donc, après le 7 octobre, j'en ai pas mal discuté avec des amis qui étaient concernés par la question. J'ai remarqué que en effet, comme vous disiez, Maya, il n'y avait pas beaucoup d'empathie, de condamnation en fait, du 7 octobre. Déjà, dans les mouvements de gauche en général, le 7 octobre, les attaques du 7 octobre en elles-mêmes, on avait du mal à en parler, à bien les qualifier, de terroristes et de ce qu'elles étaient. Et ensuite, dans les mouvements féministes en particulier, voilà, ce « je te crois » dont on parlait tout à l'heure, finalement, là, on a vu que comme s'il ne s'appliquait pas sur ce sujet. Et vous avez cru quand vous avez vu les infos, les images, etc. Oui, pour moi, bien sûr. Déjà, il faut dire que la question des viols de guerre ou des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, on sait en tant que féministe qu'il y en a tout le temps, dans tous les conflits. Donc pourquoi est-ce que là, le 7 octobre serait une exception, déjà de base ? Ensuite,
nous, en tant que féministes, on dit qu'on croit les victimes, on n'a besoin d'aucune preuve, en fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence, ça veut pas dire que personne ne peut mentir ou que c'est forcément vrai dans les faits, mais ça veut dire qu'on leur accorde, qu'on pense qu'elles sont de bonne foi et qu'on va pas les traiter de menteuses tout de suite. Surtout que je veux préciser que pour le 7 octobre, les terroristes eux-mêmes avaient filmé leurs actions Exactement. avec des caméras embarquées, donc GoPro accrochées sur leur corps. Donc ça a donné tout de même encore plus de crédit. Il y a eu tout de suite très vite des images tout de même. Je ne sais pas si dans les milieux féministes, on a vu ces images. Mais en fait, justement, c'est ça qui est encore plus sidérant. C'est que de base, on n'a pas besoin en fait d'avoir des images, des témoignages, des preuves. Mais là, en plus, on en avait. Donc il y avait doublement aucune raison de remettre en cause ça. Donc ces images, a priori, elles ont été vues, mais elles ont été mises en doute. Et c'est la première fois, je pense, que des féministes en sont arrivées à justement demander des preuves, à dire « Ah, mais on voudrait voir les vidéos à remettre en doute comme ça, c'est en fait du jamais vu. C'est du jamais vu. Et donc, non seulement il y avait le fait de mettre en doute, le fait de ne pas en parler aussi, tout simplement, de faire si ça n'avait pas existé, ou même le fait de nier, de dire « Voilà, ça ne s'est pas passé », ou le fait de justifier, en fait, de dire dans le contexte de justification du 7 octobre en général, en disant « oui, mais c'était la résistance, oui, mais ». Voilà, donc plusieurs versions, ça s'est passé, mais c'est justifié, ça s'est pas passé, on sait pas, plein de choses. Et il y a un narratif aussi qui s'est beaucoup installé, c'est parler des violences sexuelles du 7 octobre, c'est participer à la propagande du gouvernement israélien. Le pinkwashing, et ça, on en parle en permanence, c'est de dire, en fait, le gouvernement israélien utilise les droits des femmes, les droits des LGBT à son profit pour faire de la propagande. Et donc, nous, en tant que féministes qui résistons à ça, en tant que féministes anticolonialistes, décoloniales, on refuse de rentrer là-dedans et donc, on ne va pas participer à cette propagande. Plutôt que de dire... oui, il a été reproché aux féministes de ne pas parler de ça, mais c'est peut-être à raison. Ça ne veut pas dire que c'est forcément... Il y a ce mot instrumentalisation qui m'insupporte, mais qu'on entend en permanence. Et donc, à gauche, on nous dit... quand on parle d'antisémitisme à gauche, c'est de l'instrumentalisation. Et la version féministe, c'est de dire... le gouvernement israélien instrumentalise le féminisme et les violences qui sont passées le 7 octobre. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, on ne va pas en parler. Donc ça, c'est l'état d'esprit entre le 7 octobre et le 25 novembre, donc qui est la grande le jour de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et qui, cette année 2023, a pris une connotation... Je peux en témoigner dans les milieux juifs, féministes et même tous les milieux juifs, a pris une acuité, une coloration particulière parce que là, il y avait vraiment une nécessité pour nous, en fait, de dénoncer ce qui s'était passé le 7 octobre et ce silence qui était vraiment insupportable. Donc, ça, c'est comment moi, je l'ai vécu en tout cas. On arrive au 25 novembre, que se passe-t-il du côté des mouvements féministes ? Alors moi, je suivais de loin l'organisation de cette manifestation qui était pour la première année, il faut le préciser, c'était pas uniquement Nous Toutes qui organisaient, mais c'était un groupe de différents collectifs. Donc Nous Toutes, c'était le plus important, mais il y avait aussi, par exemple, Du Pain et des Roses, qui est la branche féministe de Révolution Permanente, qui est un parti qui émane du NPA, sachant que le NPA avait fait un communiqué le 7 octobre qui était quand même particulièrement problématique. Problématique, violent, etc. Très violent, on soutient les moyens de la résistance palestinienne, etc. Oui. Donc en fait, techniquement, Nous Toutes n'a pas eu de problème de continuer à s'associer après le 7 octobre avec un collectif qui cautionnait en fait... qui niait la réalité du 7 octobre. Exactement. Donc déjà, cette interorga, elle posait beaucoup de problèmes. Et donc oui, je suivais de loin un petit peu ce qui se passait et je voyais que ça s'annonçait mal en fait, parce qu'il y a plein de collectifs qui voulaient vraiment donner une connotation très pro-palestinienne à cette manifestation, sachant qu'il y avait déjà des rassemblements pour Gaza tous les week-ends. Donc moi je m'étais dit naïvement, peut-être qu'on pourrait quand même garder cette date-là qui est féministe, qui est l'une des 2 dates féministes en fait sur l'année, on n'en a pas beaucoup, de la garder purement féministe. Mais non, il a fallu donner aussi une coloration pro-palestinienne à cette date.
Et en soi, d'avoir un cortège pour la Palestine dans une manif féministe, c'est totalement légitime et c'est très bien. Il faut aussi les femmes iraniennes, il faut aussi les femmes afghanes, etc. Mais c'est très bien. Sauf que concrètement, ce qui s'est passé, c'est que presque toute la manifestation, a pris une coloration palestinienne et uniquement. Donc la partie dénonciation des violences faites aux femmes israéliennes n'existait pas. Officiellement, en tout cas. Dans les mots d'ordre de la manifestation, ça n'existait pas. Personne ne parlait d'antisémitisme, ni dans le texte d'appel, ni dans les mots d'ordre, rien du tout. Et donc, il y a un seul collectif, finalement, dont on a parlé, Nous Vivrons, qui est venu pour dire, en fait, on peut aussi soutenir les femmes israéliennes. Et c'est très mal passé. Comme on disait, elles n'ont pas pu marcher. Et Maya qui y était... Oui, alors après, on n'a pas pu marcher, donc pour notre sécurité, personne... Enfin, je veux dire... Non, mais vous avez été attaqué, on se souvient. Oui, enfin, en gros, il y avait des menaces. Et du coup, il y a eu un cortège de CRS qui nous a protégés. Mais je voulais juste préciser que la police a fait son travail et on a eu raison de ne pas se jeter dans une situation dangereuse. Mais effectivement, c'était une grande, grande déception pour moi en tant que féministe. Moi, naïvement, je vais vous dire, entre nous, même si ce sera sur YouTube, c'est pas grave. Naïvement, moi, je me suis dit, le 7 octobre, c'est horrible. Ce qui s'est passé pour les femmes israéliennes, mais en fait, ça va permettre de mettre en lumière, de la même façon que la Shoah a mis en lumière la mécanique génocidaire pour le Rwanda. Je me dis, c'est limite, ça va être une chance parce que maintenant, on a des images et ça va mettre en branle une réflexion sur les guerres, les viols de guerre, pourquoi les femmes sont-elles des objets, des armes de guerre. Mais alors, pas du tout, j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. Mais oui, mais on l'était tous, en fait, on ne pouvait pas imaginer, on est dans une civilisation de l'image. Là, on avait, comme nous l'a dit Diane, on avait des images, et même les images ont été niées. Ce qui va très loin dans la réflexion qu'on peut avoir par rapport, justement, par rapport à ces images, par rapport au visuel, en fait, comme quoi... c'est pas toujours une preuve. Tout à fait. Pour certains, en tous les cas. Façon, et c'est ce qui vous est arrivé. De toute façon, là, je pense que dans un moment où les faits sont devenus quelque chose, les faits, les images, la vérité, en fait. La désinformation, c'est absolument... Surtout, on a l'impression que plus on répète un mensonge, plus il va devenir vrai. Et justement, après le 25 novembre... il y a eu ces rumeurs qui ont commencé de dire « Ah, Nous Vivrons, c'était l'extrême droite, elles étaient protégées par la LDJ », enfin des choses comme ça. Oui. Et moi, du coup, moi, le 25 novembre, donc, j'étais là, j'ai très bien vu ce qui s'était passé. Après, j'étais avec une amie, on a commencé à marcher un peu, puis on a fini par partir parce que l'ambiance était beaucoup trop oppressante. Et ensuite, j'ai vu que dans Nous Toutes et toutes les personnes qui organisaient, ce narratif a commencé à s'installer. Et donc, moi, j'ai commencé à essayer de parler aux gens et de leur dire, en fait, c'est faux. C'est pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu ça, c'était pas du tout la LDJ. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Nous Toutes a publié un communiqué de presse 2 jours après la manifestation en disant exactement la même chose. Et à ce moment-là, moi, je me suis dit, en fait, personne ne m'écoute en interne. Personne. Les gens, vraiment, c'était un mur en face de moi. Et donc, j'ai commencé à prendre la parole publiquement. J'en ai parlé à des médias, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Et à partir de là, vous avez quitté la Nous déferlance. Toutes. Oui, déjà, j'ai essayé de résister pendant 3 semaines, de parler aux gens. Et c'est en fait, beau, c'était impossible. C'était impossible, mais c'était du harcèlement, en fait. Sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, c'était vraiment invivable. En fait, il y a une ligne directrice, c'est comme au temps de Staline, en fait, voilà. On doit tous et toutes avoir le même discours, et même si on sait que ce n'est pas vrai, qu'on n'a pas assisté à ça, on est nié par le collectif. Oui, et c'est ce qui vous est arrivé. Exactement, et du coup, on m'a beaucoup accusé d'avoir trahi le collectif, de jeter en pâture mes camarades, d'être une féministe pas antiraciste, alors que justement, moi, je considérais plutôt... Mais ça, c'est parce que le problème, c'est qu'on ne voit pas la lutte contre l'antisémitisme comme de l'antiracisme, en fait. Et du coup... c'était... Voilà, je n'avais pas respecté la ligne officielle. Et en fait, c'est drôle parce que, généralement, dans les mouvements de gauche, on est plutôt content quand il y a des lanceurs ou des lanceuses d'alerte qui vont dénoncer, je sais pas, dans une grosse multinationale, des pratiques qui vont pas, ou même, en fait, des femmes, par exemple, qui dénoncent des violences dans un parti de gauche, comme c'est arrivé à plusieurs reprises. On les admire, super, elles ont dénoncé des violences, on les croit.
Mais quand ça nous arrive, nous, dans notre collectif-là, on n'est pas content. Alors du coup, Diane, maintenant, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on fait ? Comment on répare la fracture ? Alors, c'est pas vraiment à moi de demander comment on répare les mouvements féministes, mais en tout cas, comment au moins on répare la fracture entre les juifs et les mouvements féministes. Parce que moi, en tant que féministe juive, je suis bien embêtée, en fait, pour militer, à titre personnel. Oui, on fait quoi ? Parce vous êtes rejeté, on est rejeté par... alors qu'on demande qu'à s'intégrer, mais on demande aussi un regard objectif. Moi, je suis bien Diane. embêtée aussi. Franchement, je suis très embêtée. Parce que j'ai passé 1 an à peu près à ne pas savoir où me mettre. Quand j'allais en manifestation, à ne pas savoir quel cortège rejoindre. Voilà, il y en a quelques-uns, notamment les guerrières de la paix, que vraiment j'admire beaucoup, puisqu'elles ont cette... Mais en fait, on voit que les voix pour la paix, finalement, elles sont complètement minorisées. Les voix de haine, d'un côté comme de l'autre, on les écoute et ont beaucoup plus d'écho. Mais quand on dit tout simplement, on voudrait la paix, les deux côtés, d'essayer d'être... La nuance ne marche plus. C'est pas vendeur, vraiment pas. Mais donc... Donc vous êtes aujourd'hui très proche des guerrières de la paix. Oui, par exemple, j'étais avec le cortège des guerrières de la paix là pendant la dernière manifestation. Mais voilà, la veille, la semaine dernière, la veille de la manifestation, avec une amie, Roxane Kaspersky, on a écrit un texte justement qui s'appelle « Pour une réconciliation féministe ». Avant la manifestation, donc en se disant c'est peut-être l'occasion en fait finalement qu'on se réconcilie, qu'on se voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est dans la continuité de ce qui se passe depuis 1 an, c'est-à-dire que Nous Vivrons était là, mais n'a pu marcher que tout à la fin du cortège, encadré par des policiers. C'était très tendu. En plus, c'est ajouté une nouvelle revendication cette année parce qu'il y a eu le viol à Courbevoie de cette jeune fille, de 12 ans juive. Parce et c'était antisémitisme et antiféministe finalement parce que c'était elle est juive et en plus on va l'attaquer en tant que femme, en tant que juive. Il y avait un truc très 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 grave. En fait, il s'est passé quelque chose de très grave et ça s'est ajouté au mot d'ordre de la manifestation. Et je veux dire, moi, ce mot d'ordre, je le trouve franco-français. En fait, on n'est pas en train de parler d'Israël, là. On est en train de parler d'une juive de 12 ans qui s'est fait violer, avec des slogans antisémites. Et bien ça, non plus, ça n'a pas fait mouche, finalement. Ça devrait être très clair. Oui, ça aurait dû soulever elles étaient là avec l'indignation et ça ne l'a pas fait. Elles étaient là avec leur slogan « pas hostile envers les féministes ». Il devait y avoir aucun souci, normalement. Et derrière elles, il y avait un autre collectif qui s'appelle Némésis, qui est, pour le coup, un collectif d'extrême droite raciste, et qui n'a rien à voir. Nous Vivrons avait dit plusieurs fois très clairement, on veut rien avoir à voir avec elle, voilà. Et donc les deux ont marché à peu près 200 mètres d'écart, séparés par un fourgon de policiers, mais ça n'a pas empêché tout le monde ensuite de dire qu'elles étaient ensemble. Voilà, ce qui est totalement de la désinformation. Et donc comme je disais, c'est comme s'il suffisait de répéter pour que ce soit vrai. Et donc, en fait, la réconciliation... pour l'instant, on n'y est encore pas du tout. Donc bon, est-ce que vous avez un petit espoir ? Ce sera la dernière question. Optimiste, exactement, ouais. J'essaye. Je pense que la première chose à faire, c'est de prendre conscience de ce qui s'est passé, de faire un mea culpa, en fait. Ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Moi, j'avais un gros espoir après la manifestation il y a 1 an, de me dire... Peut-être qu'à un moment, elles vont dire « Ok, on a merdé, on est désolé. » Et on repart sur de bonnes bases. Sauf que ça ne s'est jamais produit. J'espère toujours que ça va se produire un jour. Mais pour ça, la première chose, je pense, c'est d'écouter les personnes concernées, du coup, donc les féministes juives. Faut qu'ils écoutent cette émission, en fait. Voilà. On va leur envoyer. Et on va partager cette émission sur nos réseaux, sur ceux de la Viso. La Viso, l'actualité, elle est multiple. Il y a eu le Salon du Livre, il y a eu le prix littéraire remis par Lauriane. Et il y a tous les vendredis, Maya. Oui, tous les vendredis, 12h15, Trocadéro, rassemblement pour la libération des otages apolitiques et pour appeler leur humanité et à leur libération. Voilà, humanité, ça va être le mot qu'on va retenir. Merci beaucoup Diane Richard d'avoir été avec nous quand vous le souhaitez sur Radio J. Et puis merci Maya, on se retrouve très vite dans une prochaine émission. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.